quand j'entends que Gantz, que Eisenkot, que même Galland sont d'accord de dire on arrête la guerre en échange de kidnapper, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que ces gens-là ont renoncé à Israël tout simplement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, et les vœux de prompt rétablissement pour le combattant, pour le policier qui a été blessé près de Tulkarem. Oui, effectivement, bien entendu, on se joint à ces souhaits de prompt rétablissement. Merci Nissim d'être avec nous ce matin. Nous voulions avec vous qui êtes membre du Likoud, qui était aussi réserviste, on vous avait interrogé à ce sujet et qui avait participé au combat dans la bande de Gaza, avoir votre appréciation sur ce qui se passe actuellement. On a une sorte de sentiment on suspend notre respiration depuis une semaine pour attendre la réponse du Hamas, et on voit que finalement aujourd'hui on fait un lien incontournable entre la situation sécuritaire dans la bande de Gaza et la situation politique. Je vois les éditoriaux du Yediot Aharonot qui charge Binyamin Netanyahou, qui l'accuse de mettre en danger la vie des otages parce que, pour des intérêts purement politiques et étroitement politiques. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de la part de Binyamin Netanyahou de ne pas envoyer, par exemple, cette délégation israélienne au Caire avant une réponse de la part du Hamas? Bon, d'abord, il y a plusieurs questions ici. Il fait très bien de ne pas envoyer la délégation au Caire, parce que qu'est-ce qu'elle va faire au Caire, la délégation? Elle va faire encore et des avances du côté du Hamas. C'est-à-dire qu'on va donner encore au Hamas. Israël a donné le maximum qu'elle pouvait donner. Si on envoie une délégation, ça veut dire, et surtout comme Lapid le dit, envoyer une délégation pour amener un accord à tout prix, ça fait qu'augmenter le prix. Ramener un accord à tout prix ne fait qu'augmenter le prix qu'on doit payer au Hamas. Donc évidemment que c'est une bonne stratégie de ne pas envoyer de délégation. J'aurais même dit directement, depuis le départ, d'envoyer des délégations dès le départ, c'était une mauvaise stratégie. On n'aurait pas dû faire aucun pour parler avec le Hamas. Il faut tout simplement continuer à les bombarder et à faire la guerre et à rentrer dans Rafah et à rentrer partout. Jusqu'au moment où c'est le Hamas lui-même qui demande à faire un cessez-le-feu parce qu'il comprend qu'il est dans une mauvaise situation. C'est ce qui s'était passé au début de la guerre. Je vous rappelle qu'on avait eu une dizaine de journées de cessez-le-feu et avec la libération de centaines de kidnappés. Donc, cette idée d'envoyer des gens au Caire, cette idée, c'est ridicule, c'est ne absolument comprendre ni au Moyen-Orient et absolument rien comprendre à comment ça marche un marché. Au bout du compte, pour le Hamas, pour les Arabes, c'est kidnapper, c'est un produit au marché, un produit qu'on veut. Si on va au marché et qu'on veut quelque chose à tout prix, qu'est-ce que fait le marchand? Il augmente le prix. C'est tout simplement. Au contraire, il faut montrer comme quoi on est OK avec ça. La deuxième chose, est-ce que je vous arrête à cela. Je vous arrête parce que est-ce que c'est véritablement possible avec, on va dire, cette campagne qui est menée? On le voit, c'est une campagne qui est, il faut l'avouer, très politisée ces derniers mois, qui dit oui à un marché à tout prix pour libérer le plus rapidement possible les otages. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent aujourd'hui, Netanyahou, malgré tout, il a dit que si plus on continuerait les opérations dans la bande de Gaza, plus cela permettrait de libérer les otages. Or finalement, vous voyez bien que ça ne permet pas, que la seule solution, c'est une négociation. Oui, il a raison, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les quelques derniers mois, on a arrêté la guerre à Gaza. Il se passe rien. Tzahal tient le couloir de Netzarim, Tzahal est dans certains endroits, mais c'est tout. Il y a des tirs qui sont lancés, des tirs de roquettes qui sont lancés depuis des endroits où Tzahal était déjà présent, dans le nord de la bande de Gaza. C'est ridicule. Non, au contraire, non seulement on a arrêté, mais on peut s'en retirer de plein d'endroits. Donc oui, si on avait continué, on aurait eu mieux. Donc Netanyahou a raison. Le problème, c'est que Netanyahou n'écoute pas Netanyahou, ou que Bibi n'écoute pas Netanyahou. J'aurais bien aimé qu'il écoute Netanyahou. Et pour le à tout prix, c'est quoi à tout prix? Est-ce que ces gens-là sont prêts à la destruction d'Israël? Et si le prix maintenant, c'est de tuer tous les kidnappés, alors c'est tout le prix. C'est maintenant le prix, c'est que pour chaque kidnappé, il faut envoyer quelqu'un en retour à Gaza. C'est un bon prix. Et si le prix maintenant, c'est qu'on doit tous quitter Israël et passer aux États-Unis et tous immigrer et laisser tomber le pays. C'est un bon prix. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire à tout prix. Il y a des prix qu'on n'est pas prêt à payer. Le prix de la sécurité d'Israël n'est pas prêt à payer. Le prix des prochains kidnappés, des prochains tués, et on n'est pas prêt à payer. Parce que ce qui se passe, c'est que si maintenant on fait un accord avec le Hamas, c'est que le Hamas comprend comme quoi c'est la fin de la guerre, avec des garanties américaines, c'est-à-dire qu'avec en fait, le Hamas reçoit un accord de défense des Américains, une alliance de défense des Américains, que les Américains vont empêcher Israël d'attaquer le Hamas. C'est de ça qu'on parle. Et que le Hamas revient. Au bout du compte, même si c'est après la troisième étape, on s'en fout le nombre d'étapes. Au bout du compte, on se retrouve dans une situation où le Hamas est à Gaza, avec en plus des centaines, si ce n'est pas des milliers, de nouveaux terroristes qui viennent renforcer Téhéran.
sans payer aucun prix pour l'attaque du 7 octobre. Je parle des tués, je parle des filles qui ont été violées, je parle des bébés qu'on leur a coupé la gauche, je parle des familles qu'on leur a coupé la tête, je parle des familles qui ont été brûlées. Il n'y a aucun prix pour ça. Et donc, on va se retrouver, en bout du compte, avec une situation qui va être pire que celle du 6 octobre. Donc, oui, il y a en Israël beaucoup de défaitistes. Ces défaitistes, ils siègent même au cabinet. Quand j'entends dans certains reportages, non, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère que c'est faux, que Gantz, que Eisenkot, que même le Ramatkal, que même le chef d'état-major, et que même Gallant sont d'accord de dire fini la guerre, on arrête la guerre en échange des prisonniers, en échange de kidnappés. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire que ces gens-là ont renoncé à Israël tout simplement. Il y a un sentiment de défaitisme. Et oui, les gens qui vont manifester, il y a parmi les gens qui vont manifester, oui, il y a des familles de kidnappés qui viennent, et je les juge absolument pas. Je suis pas dans leur situation, je les comprends, et je les juge absolument pas. Mais il y a énormément, la plupart des gens qui vont manifester, manifestent, comme ils manifestaient à Kaplan contre la réforme, comme ils manifestaient à Balfour contre le Premier ministre. C'est une question de réforme. Est-ce que Netanyahou joue bien le jeu? Pas du tout. J'ai énormément de critiques sur Netanyahou. Mais le fait d'avoir des critiques de Netanyahou, mes critiques, et la critique, en fait, d'après les sondages, qui viennent tous de droite. La critique sur Netanyahou vient de la droite, qui n'est pas assez à droite. C'est pas les critiques il faut se rendre. Alors, mais c'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites Binyamin Netanyahou, on critique Binyamin Netanyahou parce qu'on dit qu'il n'est pas suffisamment à droite. Or, ce que disent les opposants à Netanyahou, c'est qu'il est prisonnier lui-même, otage de l'aile droite du gouvernement, de Smotrich et de Ben Gvir. Mais de qui on parle? On parle d'une minorité, on parle des gens qui sont avec la paix, des gens qui manifestent, qui représentent peut-être 15% de la population israélienne. Okay? La majorité de la population israélienne, qu'on voit dans les sondages, que d'un côté, elle critique Netanyahou. La majorité des sondages montrent que Netanyahou, pour la plupart des gens, n'est pas un bon Premier ministre aujourd'hui. Okay? Mais d'un autre côté, quand on regarde ces mêmes sondages, et qui montrent que quand on parle des questions sécuritaires, ils sont encore plus à droite que Netanyahou. Et quand on voit la montée dans les sondages, par exemple, Smotrich qui maintenant repasse le seuil d'éligibilité. Quand on voit la montée de Ben Gvir, qui sont à l'intérieur du gouvernement et qui menacent Netanyahou de l'intérieur du gouvernement. Quand on voit la montée météorique de Lieberman, par exemple. Donc on comprend que d'un côté, les critiques qu'on entend dans la presse, qu'on entend dans les médias, que je rappelle que les médias israéliens ne sont pas libres, que les médias israéliens sont totalement biaisés, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse télévision, que ce soit Yediot ou que ce soit la chaîne numéro 12, ils sont totalement biaisés contre Netanyahou, ils sont totalement biaisés de gauche. Donc c'est pour ça qu'on entend. Mais quand il y a une manif de la droite en disant Netanyahou, incluant des familles de kidnappés en passant, incluant des familles de kidnappés en disant Netanyahou, bien dire à Netanyahou, continue la guerre, rentre à Rafah, d'un coup ça on n'entend absolument pas parler dans les infos, dans les médias. Donc les critiques qu'on va entendre, c'est pas les critiques de la majorité de l'opinion. La majorité de l'opinion publique israélienne va contre Netanyahou. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages, parce que la majorité de l'opinion israélienne dit comme quoi Netanyahou n'est pas assez à droite. Netanyahou fait trop de concessions au Hamas, aux Américains, etc., etc., etc. Mais on peut le juger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? C'est une autre discussion. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? C'est une autre discussion. Alors là, je voudrais... Non, en Israël, les gens veulent faire tomber Netanyahou, pas parce qu'il écoute la Bible, pas parce qu'il veut faire la fin de la guerre, mais parce qu'au contraire, il ne rentre pas aujourd'hui à Rafah. Alors, je voudrais justement utiliser votre compétence aussi de soldat, de combattant qui était à Gaza pendant plusieurs mois. Est-ce que c'est véritablement déterminant de conquérir maintenant la ville de Rafah? Je vous pose cette question parce que si c'était aussi important que cela, pourquoi on n'a pas commencé par Rafah? Pourquoi on n'a pas commencé par l'axe Philadelphie, qui est la plaque tournante de la circulation de contrebande, de circulation illégale de terroristes du Hamas? Pourquoi on n'a pas commencé par ça? Encore une fois, deux questions différentes. La première question, c'est pourquoi on n'a pas commencé par ça? J'ai pas de réponse. Ok, c'était une très bonne question que les gens posaient même quand on a commencé à rentrer dans Gaza. Je peux donner une théorie. Et la théorie dirait que peut-être que le gouvernement israélien a commencé par le nord pour repousser la population vers le sud, vers l'Égypte, et pour qu'elle passe la frontière et qu'elle se réfugie en Égypte. Ça, c'est la seule possibilité, la seule théorie qui me semble logique pourquoi on n'a pas commencé par le sud. On commence par le nord pour repousser la population et pour qu'elle passe en Égypte. Si on avait commencé par le sud, on aurait bloqué le passage vers l'Égypte. Donc ça, c'est une théorie, je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est la. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est obligé de rentrer dans Rafah au niveau militaire? Évidemment. Si on rentre pas dans Rafah, ce qui va se passer, c'est que Rafah continue à être la base du Hamas. Le Hamas continue à se baser sur Rafah, à tirer des missiles depuis Rafah, à avoir ce qu'on appelle en hébreu Pikoud Veshita, c'est-à-dire des postes de commandement et de contrôle. Commandement et contrôle
ils ont un endroit qui s'appelle Rafah, ils sont là-bas pour l'instant. Donc c'est de là qu'ils contrôlent tout ce qui se passe dans le reste de la bande de Gaza, même là où Israël se trouve. Quand un combattant du Hamas, quand un terroriste du Hamas sort de son trou dans le nord de la bande de Gaza, au bout du compte, la personne qui lui donne l'ordre, elle se trouve à Rafah. Il faut là-bas casser les choses. Mais finalement, est-ce que ça ne risque, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire que une opération militaire au prix d'une crise ouverte avec les Américains, on va dire d'un tollé général au sein de l'opinion publique internationale, même si on peut dire que déjà l'opinion internationale, elle est déjà acquise à la cause palestinienne. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que par exemple, il ne serait peut-être pas plus habile, plus rusé d'essayer d'envisager par exemple ce dont on parle, à savoir d'un accord global qui permettrait une normalisation avec l'Arabie Saoudite, qui permettrait aussi par exemple à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats de mettre le pied dans la bande de Gaza, au lieu que ça soit le Hamas qui le contrôle, ce sont des pays modérés qui peuvent négocier et qui veulent entrer dans les accords d'Abraham. Pourquoi pas finalement? D'abord, sans Rafah, ça se passera pas. Si on récupère pas Rafah, si on récupère pas Rafah, les autres pays arabes ne rentreront pas toujours parce qu'il y a toujours le Hamas qui est là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport aux États-Unis, je pense qu'au contraire, à mon humble opinion, et à l'opinion de tous ceux qui pensent que Trump est pour Israël, je ne sais pas pour les États-Unis, j'en ai aucune idée, je parle en tant qu'Israélien. Peut-être que Trump est mieux pour Israël que Biden. C'est peut fort de la conclure que Roch Rafah va faire en sorte que les Arabes, les musulmans du Massachusetts n'iront pas voter et le jour des élections américaines, ce qui va faire monter Trump au pouvoir. Donc, au contraire, peut-être quelque chose qui est bien, qui fait une crise sur le très court terme avec Biden, une très courte crise, mais qui est sur le moyen terme. Dans quelques mois, le prochain président, au moins, il sera plus favorable à Israël. Est-ce que c'est raison? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? J'en suis pas sûr. Mais dans tous les cas, il y a aussi cette idée. Et par rapport en gros, on est obligé par rapport à le tollé international. Excusez-moi, mais au bout du compte, l'existence d'Israël est plus importante que le tollé international. On ne peut pas laisser le Hamas continuer à exister, même dans un tout petit morceau de Gaza. On ne peut pas. Parce que dans ce cas-là, ce qu'il fait, c'est surtout quand c'est au sud et qu'avec la voie Philadelphie, ils font passer des armes, c'est que ce Rafah va devenir ce que Gaza a été pendant 20 ans, Rafah va devenir. Dernière chose, la dernière chose que je veux dire, c'est par rapport aux kidnappés. La seule manière de ramener les kidnappés avec le prix le moins fort possible, c'est la pression militaire. Cette pression militaire qui n'existe plus depuis plusieurs mois. Depuis le mois de décembre, il n'y a plus de pression militaire. Depuis la fin du mois de décembre, il n'y a plus de pression militaire pratiquement. Après qu'on ait un peu fait un peu Khan, c'était tout. Il n'y a plus de pression militaire. Qu'est-ce qui a amené le premier kidnappé? C'est la pression militaire. Donc les gens me disent oui, l'armée ne peut pas libérer les kidnappés. Oui, l'armée elle-même, je ne peux pas rentrer dans une maison et prisonnier les kidnappés. On ne parle pas de ça, on ne parle pas d'opération commando. Mais tout simplement la pression militaire sur le Hamas. Alors il comprend qu'il a une seule monnaie, le Hamas, c'est les kidnappés pour baisser la pression militaire. Et donc c'est ça qu'il faut utiliser, en disant tout simplement, et en faisant passer le message au monde entier. Israël ne fait absolument pas. Israël n'a aucune stratégie de communication, c'est horrible. Donc tout simplement en disant, on fait la pression militaire, on doit garder une partie on doit garder des zones de sécurité pour se protéger, et on continue la pression militaire avec laquelle on s'arrêtera et que la pression militaire, en fait, elle doit se jauger par rapport au nombre de kidnappés. À chaque fois que tu me libères un kidnappé, je te baisse un peu la pression militaire. Il n'y a même pas besoin de parler avec le Hamas, il n'y a pas besoin d'envoyer des gens au Caire, il n'y a rien besoin. Et tout simplement, il faut le dire. Si tu continues à tenir les kidnappés, j'attaque. Et je continuerai d'attaquer. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'armée, elle a recommencé à donner, vous savez, les petites bombes qu'on met sur le toit avant d'envoyer la grosse bombe pour dire aux gens de sortir. C'est du grand n'importe quoi. Pression militaire, en sachant et en disant de manière claire, on baisse la pression militaire à chaque fois qu'il y a des kidnappés qui sortent. Israël peut même dire, ok, voilà. À chaque fois que tu me libères un kidnappé, je te donne 12 heures de cessez-le-feu. Est-ce que Nissim, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, on n'a pas véritablement réussi à tirer les leçons du 7 octobre, qu'on est 7 mois après le 7 octobre, qu'on est à la veille du Yom HaShoah, des commémorations du Yom HaZikaron, des festivités du Yom HaTzmaut, et finalement, on est retombé dans une sorte de paradigme qui était le paradigme d'avant? C'est exactement ce que je dis. On est retombé dans le paradigme d'avant. Quand je vois que l'État paye pour mettre du béton autour du train qui arrive à Sderot, c'était depuis quelques mois déjà. Quand je vois que l'État est en train d'armer, et ce qui est bien, je rien contre armer, mais d'entraîner les classes, vous savez, les Kitot Konenut,
les groupes qui sont prêts dans l'équipe pour se défendre, et qu'on est en train de les ramener, etc. Dans l'idée que demain, dans tous les cas, demain, on va quitter la bande de Hamas et on se prépare au prochain 7 octobre. Que ce soit dans le nord ou dans le sud. C'est du grand n'importe quoi. Il faut changer des conceptions. Il faut changer d'idée. La conception nouvelle doit être claire. On ne peut pas laisser de territoire aux Arabes. C'est tout. Et qu'est-ce que chaque territoire qui est sous contrôle palestinien, territoire A, aujourd'hui, sert de nœud de vipère. On l'a vu à côté de tout le Carrémière. Comme on a vu ce qui s'est passé à Gaza. Tout territoire qui est aux Palestiniens sans contrôle israélien, au bout du compte, vient des bases terroristes duquel ils vont attaquer. Et oui, on est rentré dans la conception, dans le cabinet, dans la plupart des gens, surtout dans les visions défaitistes totales, des gens comme Gantz, Isakot, Lapid, etc. Demain, même si on gagne la guerre, demain on va se retirer. Si on se retire, on n'a pas gagné la guerre, c'est clair. On n'a pas le droit de se retirer. Par rapport aux Arabes Saoudites, j'ai oublié de vous répondre tout à l'heure, au contraire, l'Arabie Saoudite veut Israël parce qu'Israël est fort, veut Israël parce qu'Israël est gagnant, veut Israël parce qu'Israël écrase ses ennemis. L'Arabie Saoudite ne voudra pas d'accord avec une Israël faible et avec une Israël qui est en crise existentielle. Au contraire, de rentrer à Rafah, c'est non seulement de rentrer à Rafah, c'est non seulement bien pour l'accord, c'est la condition sine qua non pour un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Eh bien, Nissim Slama, merci beaucoup. On voit votre passion à vouloir défendre en tout cas la position d'Israël dans cette situation extrêmement complexe. Vous l'avouez, on n'a pas véritablement envie d'être à la place des dirigeants aujourd'hui israéliens parce qu'ils sont confrontés à un véritable dilemme, à des pressions multiples et contradictoires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, membre du Likoud. Je rappelle aussi, vous êtes guide et donc réserviste dans l'armée israélienne et vous avez combattu pendant plusieurs mois dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir apporté votre expertise sur les sujets dont nous avons parlé. Bonne journée et à bientôt. Shalom, shalom. Merci, shalom, shalom.